Le compte à rebours est lancé. La mobilisation massive doit se poursuivre d'ici le 20 juillet. Mettez TVL hors de danger. Chers téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons parler de la gauche, cette gauche qui nous tyrannise, qui nous muselle, qui nous interdit même de penser. Pour comprendre comment on en est arrivé là, nous recevons Jean-François Chemin. Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes docteur en droit, vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous intervenez dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Et dans votre ouvrage, intitulé « Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature », publié aux éditions Via Romana, vous décryptez comment la gauche a, en 2 siècles, imposé sa vision de l'homme, sa vision de la société, à travers toute une liste de questions en fait, assez simples. Pour qui se prennent-ils? Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils font? Pour qui nous prennent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, vous écrivez en fait cette gauche comme une sorte de religion, une sorte d'église sans Dieu, une église sans amour, une église sans au-delà, avec son magistère, ses propres dogmes et bien sûr ses excommunications. Voilà, donc effectivement, j'ai abordé la question de la gauche comme une religion, puisqu'effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que l'origine même de la gauche, c'est-à-dire sous la Révolution française, en septembre 1789, eh bien, a un caractère religieux. D'abord parce que la Révolution française a très largement été faite de religieux, contrairement à ce qu'on pense. On pense que c'est le tiers-État qui s'est libéré, mais les grands personnages de la Révolution sont soit des religieux au sens propre, on pense à Sieyès, on pense à Fouché, on pense à Talleyrand, mais bien d'autres, j'en donne beaucoup d'exemples, ou bien des clercs au sens plus large, mais des clercs, c'est-à-dire des intellectuels bénéficiant d'un statut qui leur permet de bénéficier d'un magistère intellectuel et moral, donc des avocats, des juges, des universitaires, etc. Voilà. Et donc, le grand œuvre de la Révolution aussi, ça a été de s'attaquer à la religion, que ce soit la constitution civile du clergé, que ce soit le serment de fidélité exigé des prêtres, que ce soit la création d'une religion de substitution, le culte de l'être suprême. Donc la Révolution est véritablement un caractère religieux, et se veut tel. Et en fait, plutôt que de donner le pouvoir au tiers-État, comme elle le prétend, elle a en fait maintenu au pouvoir une caste, alors que j'appelle plus le clergé, bien qu'elle soit cette caste issue du clergé d'Ancien Régime, je l'appelle la cléricature. Alors ce sont effectivement toutes ces professions, enseignants, journalistes, monde du spectacle, de la culture, aujourd'hui on a aussi les associations, la franc-maçonnerie bien sûr, la magistrature et le monde politique. Alors, cette cléricature vit très largement sur des fonds publics, soit que ces gens soient fonctionnaires, comme les enseignants, les juges, soit qu'ils bénéficient de subventions, comme les journalistes ou le monde de la culture. Mais dans tous les cas, ce sont des gens qui structurellement se posent en situation de surplomb par rapport à la société, de magistère intellectuel et moral, encore une fois, avec mission non pas d'écouter le peuple, mais de l'éduquer, de le rééduquer, éventuellement de le punir, et puis même, ils n'ont jamais hésité à le faire, en France et ailleurs, de l'éliminer à grande échelle si le peuple est trop récalcitrant. Oui, c'est vrai que cet aspect religieux, il est même très explicite au début. On voit la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec des anges au-dessus du texte. Ou encore mieux, le tableau de David représentant le serment du jeu de paume, qui est véritablement représenté comme une Pentecôte. On a effectivement une foule rassemblée dans une salle, qu'un grand vent balaye, on voit les rideaux qui se volent à l'intérieur, une puissante lumière inonde la salle et vient converger sur la personne qui dirige le serment, et les membres sont pris de transe, ils s'étreignent, etc. Bon.
la Révolution a véritablement été vécue comme une nouvelle Pentecôte. Et d'ailleurs, dans son livre assez récent, M. Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale, La Révolution n'est pas terminée, dit bien qu'effectivement la Révolution n'est pas terminée tant que la République laïque n'a pas remplacé toutes les religions et ne tient pas lieu de religion de substitution. Enfin, il dit même pas tant la République laïque, la gauche. Il parle de la gauche qui doit effectivement, l'esprit de gauche qui doit tenir lieu de nouvelles religions. Oui, c'est comme Jacques Attali aussi qui proposait dans un ouvrage il y a une petite dizaine d'années que la remise de la carte d'électeur, qui est aujourd'hui une simple formalité administrative, elle soit solennisée au cours d'une cérémonie à la mairie, je crois, comme si recevoir votre carte d'électeur était comme recevoir votre première communion, ou recevoir le sacrement de la confirmation. Voilà. C'était presque ça l'idée qui était défendue par Jacques Attali. Alors, ils instaurent une nouvelle religion en définissant eux-mêmes leur propre bien et leur propre mal. Vous comparez, vous faites un assez long développement dans votre livre sur une comparaison avec les pharisiens et les nombreuses hérésies qu'on a connues en 2000 ans d'histoire, les pélagiens, les cathares, les jansénistes. Alors pouvez-vous nous en dire un mot sur tous ces courants et en quoi la gauche en est quelque part l'héritière? Absolument. Alors, je crois que le monde politique, le monde des idées se divise. L'idée n'est pas de moi, je crois que la phrase est de Carl Schmitt, entre ceux qui croient au péché originel et ceux qui n'y croient pas. Alors, je rappelle ce que c'est que le péché originel. C'est une théorie développée par saint Augustin au début du 5e siècle, qui dit que nous sommes tous, du fait du péché d'Adam, appelés à ne pas faire le bien que nous voudrions faire et à faire le mal que nous ne voudrions pas faire. Nous n'arriverons pas à nous sauver nous-mêmes parce que on est tiraillé entre le bien et le mal, et donc la frontière entre le bien et le mal, elle passe au milieu de nous, au milieu de chacun de nous. C'est la position de l'Église catholique. Eh bien, dès les origines, et même avant même le christianisme, que vous parliez des pharisiens, c'est une tentation. Des gens ont considéré que la frontière entre le bien et le mal passait entre eux et les autres. Alors les pharisiens, ça veut dire les séparés. C'était des gens avec lesquels le Christ débattait, parce qu'ils étaient persuadés, ces pharisiens, qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et cette idée a été très largement reprise par différents courants, hérésies à travers les siècles. Vous avez parlé par exemple de Pélage. Pélage, c'était un moine de l'époque de saint Augustin, avec lequel saint Augustin a ferraillé, qui disait que on peut faire son salut soi-même. C'est une question de volonté. Si je veux être un saint, alors je le peux. Saint Augustin lui répond non, on ne le peut pas, puisqu'il y a le péché originel. Le problème, c'est que le pélagianisme a été condamné officiellement par l'Église, mais qu'il n'est jamais mort. On le retrouve avec l'humanisme, on le retrouve avec Rousseau, l'homme est naturellement bon, on le retrouve avec Robespierre. Ce qui découle de ce pélagianisme, c'est que l'homme serait naturellement bon et pourrait se sauver lui-même et pourrait créer un monde parfait ici-bas. Alors que lorsqu'on est chrétien, on a conscience que le seul monde parfait sera dans la cité céleste, sera au ciel, au paradis, et que ici-bas, nous devons au moins corriger nos défauts, nous repentir de nos péchés, corriger nos faiblesses, avancer vers la perfection. C'est exactement ça. Et je dirais que cette idée sympathique a priori de l'homme naturellement bon, en fait, elle est extrêmement dangereuse. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la société est grise, elle n'est ni blanche ni noire, elle est grise. Et si vous partez du présupposé que l'homme est fait majoritairement d'hommes bons, on va dire de blancs moutons, si la société est grise, c'est qu'au milieu de ces blancs moutons se cachent des loups tout noirs, qui eux sont intrinsèquement mauvais. Et d'autant plus intrinsèquement mauvais que d'abord ils ont fait le choix du mal, puisque encore une fois ils ont décidé de ne pas être bons comme leur nature devrait les y pousser, mais également ils sont hypocrites, puisqu'ils se cachent au milieu du troupeau. Et donc toute l'action de l'homme de gauche va consister non pas à résoudre les problèmes, mais à considérer qu'ils ne seront résolus qu'à partir du moment où on aura démasqué et éliminé tous les loups qui se cachent au milieu du troupeau de moutons. Donc c'est pour ça que dans le langage de la gauche, il y a régulièrement cette idée de démasquer, arracher le masque, montrer qui quelqu'un est vraiment. Et quand on aura démasqué tous les méchants, et c'était un peu l'obsession de la Révolution, quand on aura démasqué et éliminé tous les méchants, eh bien, on pourra enfin vivre entre gens de bonne volonté, amenés à construire un monde parfait. Oui, tout ça, ça a pour conséquence le fait que on ne peut, alors, au mieux, on ne peut pas débattre, c'est même judiciarisé, il y a des délits d'opinion. Au pire, ça passe par des exterminations de masse comme la Révolution française, les goulags, la gauche, soviétiques. Depuis qu'elle existe, a toujours procédé, malgré qu'elle en ait
à des exterminations de masse des gens qui ne voyaient pas les choses comme elles, et en toute bonne conscience, parce que ces gens sont considérés comme étant l'incarnation du mal et comme ayant choisi le mal. Alors sous la Révolution, bien sûr, ça a été les royalistes, ça a été les Girondins, ça a été la couverture de mon livre prend une gravure de la Révolution française qui montre Robespierre guillotinant le bourreau après avoir guillotiné toutes les factions qui lui étaient contraires, mais on retrouve la même chose bien sûr avec la Révolution russe. Et les massacres n'ont pas commencé avec Staline, ils ont commencé dès Lénine et à très grande échelle. On peut parler évidemment des massacres en Chine avec Mao, on peut parler des massacres au Cambodge avec Pol Pot, mais de tout ça la gauche finalement n'accure parce qu'elle considère que ces massacres, d'abord qu'elle passe son temps à euphémiser, je ne sais pas si le terme existe, mais enfin voilà, ils ne sont pas si graves que bon voilà. Puis ce sont finalement les dégâts collatéraux de l'avènement d'un monde meilleur. Voilà, donc on ne va quand même pas lésiner. Et puis quelque part, ceux qui en sont victimes ont un petit peu mérité leur sort, n'est-ce pas? Les contre-révolutionnaires, les koulaks à l'époque de Staline, etc. Bon, c'est des gens finalement qui, quelque part, l'ont pas volé. Donc la gauche ne lésine pas sur le massacre à très grande échelle, et elle en a parfaitement bonne conscience. Je voudrais quand même donner 2 chiffres qui permettent quand même de mesurer les choses, évidemment. Je ne suis pas un grand partisan du général Pinochet. Notons simplement que le général Pinochet, qui lui était un authentique homme de droite, hein, voilà. C'est un régime qui a établi un régime autoritaire. Régime autoritaire, anti-gauche. Mais qui n'est pas le totalitarisme qui est proche à la gauche. On lui prête 3500 morts. Hein, je n'ai pas inventé, c'est sur Wikipédia. On peut regarder Pinochet, 3500 morts en une quinzaine d'années. À la même époque, au Cambodge, Pol Pot, c'est 1000 fois plus, en 4 ans. Hein, le rapport du nombre de morts entre Pinochet et Pol Pot est de 1 à 1000 en ordre de grandeur. Et pourtant, Pinochet passera toujours pour pire que Pol Pot. Voilà. Même pire que ça, au lycée, on a tous entendu parler de Pinochet. Au lycée, on nous parle très peu de Pol Pot. Je pense que beaucoup de Français, en tout cas de ma génération, n'ont jamais entendu parler. Absolument. Alors qu'ils ont entendu parler des effroyables crimes de Pinochet. Voilà. Donc en fait, cette supposée supériorité, cette volonté de définir un bien et un mal, surtout, elle est très subjective, parce que c'est eux qui réécrivent leur propre bien, leur propre mal, et sans socle, une idéologie qui est évolutive. Ils ont toujours, en 2 siècles, ils ont changé de figure de proue. Il y a eu d'abord les classes laborieuses, modestes, il y a eu les femmes avec le féminisme, ensuite c'était les immigrés, ensuite on est passé aux dites minorités sexuelles, et même, pour une partie de la gauche, les animaux, ou même la nature de façon plus large, avec la sacro-sainte écologie. En fait, c'est du flou artistique, ça évolue constamment de génération en génération, et à cette époque, on a des contradictions parfois flagrantes. Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre, je vais essayer d'y répondre successivement. D'abord, effectivement, une autre hérésie ou tendance à laquelle, dont la gauche est l'héritière, c'est le manichéisme. Hein, à la même époque que Pélage, cette idée qu'il y a un dieu du bien, un dieu du mal. Qui débouchera d'ailleurs sur l'hérésie cathare. Voilà, tout à fait. Cathare qui signifie les purs, les parfaits. Voilà. Bon. Donc, la gauche est l'héritière aussi de ce manichéisme qui considère qu'il y a d'un côté le camp du bien, de l'autre côté le camp du mal. Et par définition, la gauche se considère comme étant le camp du bien, opposé au camp du mal. Et quel que soit le sujet, elle considère que si l'histoire a tranché quelque chose en disant que c'est bien, et bien forcément la gauche se l'attribue. Prenons l'exemple de la résistance. Bon, l'histoire a très justement considéré que la résistance c'était le bien et que la collaboration c'était le mal. Bon, ça c'est vrai. Maintenant, que la gauche soit résistante, en tout cas au début, jusqu'en 41, ça se discute. Ça permet ça se discute. Hein. Effectivement, pacte germano-soviétique en 1939, les communistes qui sabotaient l'armée le française. parti communiste qui est interdit par l'Assemblée du Front populaire, Torres qui déserte, des ouvriers communistes qui sabotent les usines d'armement, le parti communiste qui va en délégation demander aux Allemands qu'il appelle à bien accueillir l'autorisation de réouvrir l'humanité, etc., etc. On attend véritablement juin 1941 pour que les communistes entrent en résistance. Quant au gouvernement de Pétain et à la collaboration, il était truffé de gens de gauche. Bon,
Eh bien, pour autant, aujourd'hui... Le fameux Pierre Laval, qui était socialiste. Commencé par Pierre Laval, Déa, Doriot, tout ça, c'était des gens qui venaient de la gauche. Bon, Lucher. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, l'affaire est entendue. La gauche, c'est la résistance, et la droite, c'est la collaboration. Bon, j'imagine que De Gaulle, Leclerc, etc. étaient des gens ou bien, de gauche, bien prenons sûr. également le procès de la Cagoule, qui était une authentique organisation terroriste d'extrême droite avant la guerre. Eh bien, après la guerre, leur procès a été ajourné parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient passés avec armes et bagages dans la résistance et que leur chef, Eugène Deloncle, avait été tué par la Gestapo. Bon, voilà. Maintenant, prenons autre chose. La colonisation. Aujourd'hui, l'histoire a tranché en disant la colonisation, c'est pas bien. Bon, bien évidemment, la gauche va dire la colonisation, c'est pas nous. Peu importe les déclarations de Jules Ferry, peu importe les déclarations... Alors, Jules Ferry disant, je le rappelle pour les téléspectateurs, que c'était le devoir des civilisations supérieures que de conquérir les civilisations... Je crois même qu'il disait les races supérieures. Non, alors celui qui parlait des races, c'est Paul Bert. Paul Bert. Alors Paul Bert, je renvoie, parce que je n'ose même pas le citer devant la caméra, mais je renvoie à mon livre, pour voir quand même ce que ce Paul Bert, qui a des rues et des lycées partout, pouvait dire en termes d'inégalité des races. Mais aujourd'hui, bien évidemment, la gauche était contre la colonisation, contre le racisme, et la droite pour, etc. Donc la gauche passe son temps à réécrire l'histoire, pour s'attribuer le beau rôle. Alors, comme vous le disiez effectivement très justement tout à l'heure, la gauche n'a pas de socle. Voilà. Ses idées changent. Hein. Elle a pu être pour la colonisation, elle a pu être contre, elle a pu être pour la collaboration, elle a pu être contre. Voilà. Ce qui importe simplement, c'est de considérer qu'elle a raison au moment où elle parle et qu'elle a toujours eu raison. Le propre de la gauche, c'est d'ailleurs un petit peu comme j'ai montré dans un précédent livre, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, que le fil rouge de l'histoire de l'Église, ça a été de libérer. Hein, l'Église était la source, je ne vais pas le développer ici, mais la libération des esclaves, la libération des femmes, la libération de la science, la libération de l'économie, etc. Malgré toutes les légendes noires qu'on a pu lui faire. La gauche reprend, héritière de tout ça, reprend cette idée de libération. Mais elle n'a jamais fini de libérer. Et hein. c'est pas toujours qui libérer, qu'elle a besoin de changer. Il en faut toujours d'autres. Alors au début, elle a libéré le tiers-État, hein, de la tyrannie, de la royauté, de la société d'ordre. Bon, ça a donné effectivement, avec la révolution industrielle, ça a donné l'exploitation de la classe ouvrière. Elle s'est battue ensuite pour libérer la classe ouvrière, et c'est très bien. Et on l'accrédite encore de ça, sauf qu'aujourd'hui, la classe ouvrière, elle n'en a plus rien à faire. Aujourd'hui, ça a été le migrant. Alors, donc la gauche s'est battue pour les migrants. Mais maintenant, c'est même plus tant le migrant, c'est les femmes. Et puis, c'est plus tellement les femmes. Maintenant, c'est les LGBTQ++. Et puis ensuite, c'est les animaux, comme vous l'avez dit, la planète. Donc, il s'agit toujours de libérer une minorité, enfin, ou pas. Enfin, les femmes ne sont pas une minorité, mais une catégorie de personnes de la tyrannie d'une autre. Et donc, la gauche fragmente la société à l'infini, suscite une atmosphère de guerre civile, de guerre de tous contre tous. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, elle aura plus grand monde à libérer bientôt, parce qu'aujourd'hui, les discours de gauche conduisent à un effondrement démographique, la promotion de l'euthanasie, etc., etc. Donc, il y aura bientôt plus personne à libérer, et la gauche sera bien embêtée quand il n'y aura plus personne. Plus libérée, parce qu'elle est tellement occupée à libérer des groupes apparemment contradictoires. Je vous lis dans un de vos chapitres sur la question du mariage gay au moment de la loi Taubira. Donc l'homme de gauche traite aussi bien de facho la brute homophobe qui agresse les gays que le catholique qui, dans la ligne de l'Église, s'oppose à la possibilité de ce mariage, sans pour autant porter de jugement sur ceux qui y sont candidats. Et après vous dites, mais il ne s'offusquera pas qu'un musulman soit hostile tant au mariage pour tous qu'à l'homosexualité, parce que ce serait alors se montrer islamophobe, donc à son tour facho. Voilà. Et vous concluez, pas facile d'être homme de gauche. Voilà. Avec toutes ces contradictions, mais comment il s'y retrouve ? Je crois qu'effectivement, il ne s'y retrouve pas. J'ai fait un petit schéma, justement, une petite matrice en montrant que la gauche tient compte de deux critères. D'abord... sur le plaignant agréé, le violence agréée. Voilà. Donc il y a des victimes qui ont le droit d'être victimes, et puis il y a des situations qui ont le droit d'être choquantes. Donc effectivement, par exemple,
un dit militant d'extrême droite qui se fait casser la figure par des militants d'extrême gauche, ni la victime n'a le droit de se plaindre, ni la situation n'est choquante. Donc là, pour un passage à tabac, la gauche ne bronchera pas. Voilà. Donc il y a des... Par contre, effectivement, un homme qui bat sa femme, c'est effectivement battre sa femme, c'est une situation qui est objectivement problématique pour la gauche et qu'elle dénoncera, mais quand la personne est issue d'une culture où finalement ça se fait, on trouvera la gauche beaucoup plus embarrassée pour dénoncer le fait. Donc voilà, la gauche est en permanence dans des conflits de légitimité de la plainte et du discours victimaire. Alors, un peu plus loin, vous évoquez justement un paradoxe apparent de la gauche, notamment le deux poids, deux mesures dans leur hostilité envers les cathos, et particulièrement les cathos tradis, et leur complaisance vis-à-vis des musulmans. Je vous lis encore, on pourra constater que la phobie de l'homme de gauche envers le catholicisme ne s'étend pas à l'islam. C'est vrai qu'il y a une contradiction, du moins apparente, dans cette union au sein de la gauche entre l'idéologie progressiste, féministe, LGBTQ+, etc., et l'islam, qui est totalement à l'encontre de tout ça. Et pourtant, vous le dites dans un de vos chapitres, ce n'est pas si contradictoire que cela. Mais il fonctionne de manière proche et complémentaire. Je m'explique. D'abord, il faut savoir que l'islam est apparu au 7e siècle, donc à une époque où différentes hérésies que j'évoquais tout à l'heure ont pu voir le jour. Donc au début, l'islam, on a pu considérer que c'était une hérésie chrétienne. Effectivement, on peut y retrouver une forme de pharisaïsme. Voilà, c'est les purs, c'est les bons, c'est la communauté préférée de Dieu. Un pharisaïsme volontiers vindicatif, on va dire. Bon. Donc, l'islam prend place, selon moi, dans la liste des hérésies que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, le pharisaïsme, qui n'est pas une hérésie, mais le pélagianisme, le manichéisme. Voilà. Pour l'islam, il y a le catharisme, le puritanisme, j'en ai pas parlé, mais le jansénisme. L'islam, c'est cette idée que ils sont les gentils et que les autres sont les méchants, qu'ils sont les purs et que les autres sont impurs et que donc ils sont vis-à-vis des impurs en situation de légitime défense. L'idée de l'islam, c'est que véritablement le musulman est intrinsèquement agressé par le non-musulman, et notamment le chrétien, et qui donc vis-à-vis de lui, il est en situation de légitime défense. Bon. Donc pour l'islam, le chrétien, c'est le méchant. Pour l'homme de gauche, c'est la même chose. Simplement, la logique est un peu différente. L'homme de gauche, dans une position cléricale, surplombe le peuple français, on va dire, chrétien, alors croyant ou pas croyant, mais anthropologiquement chrétien, et lui dit « vous êtes méchant, vous êtes pécheur ». Il n'utilise pas le mot pécheur, mais c'est ça. Vous êtes raciste, vous êtes islamophobe, vous êtes xénophobe, etc. Donc les deux se rencontrent sur le dos du peuple français. Vous avez d'un côté le musulman qui dit « les Français sont racistes », et de l'autre côté, vous avez l'homme de gauche qui dit aux Français « vous êtes racistes ». Et finalement, les deux sont contents. Ça se complète sur le dos, encore une fois, du peuple français. Voilà. Et alors, pour conclure, comment, en fait, en 2 siècles, cette gauche a acquis les leviers dont elle dispose pour asseoir son autorité, et comment est-ce que ces leviers judiciaires, médiatiques, culturels, etc., pourraient lui être retirés à l'avenir, même si c'est sur un long terme? Je crois qu'elle les a acquis par la force. Lorsque la Troisième République s'est instaurée, dans les années 1880, a fortiori au début des années 1900, on a massivement épuré l'administration, notamment la magistrature, de ces éléments conservateurs, réactionnaires. C'est marqué, il y a l'affaire des fiches dans l'armée, l'expulsion des congrégations avec la loi de 1900. Voilà. Donc la gauche s'est donné les moyens, par une véritable politique des dépouilles, d'imposer les siens alors dans les fonctions de la cléricature. Alors donc effectivement d'abord l'enseignement. Clairement aujourd'hui l'enseignement est une chasse gardée de la pensée de gauche, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale. Ce qui explique d'ailleurs leur hostilité envers tous les projets d'écoles libres. Mais absolument. Moi je suis extrêmement frappé, j'ai enseigné 10 ans dans l'éducation nationale entre 2006 et 2016. J'ai vraiment été extrêmement frappé d'abord de voir l'extrême
homogénéité idéologique de mes collègues. Ensuite, de voir comment les programmes dans mon domaine, histoire, géographie, étaient des programmes extrêmement partiels, extrêmement partiaux, qui enfoncent lourdement dans le crâne des élèves un certain nombre d'a priori idéologiques, qui sont des a priori de haine de la France, clairement. Il ne faut pas s'étonner ensuite, quand on passe son temps à mettre de l'huile sur le feu, que le feu prenne. Dans les banlieues ailleurs, l'éducation nationale se charge largement d'y contribuer. La presse j'ai vu un sondage, je crois que dans les écoles de journalisme, 85 ou 90% des élèves votent à gauche. Il y a véritablement... Heureusement qu'il y a des initiatives comme la nôtre. Voilà, exactement, avec tous les bâtons dans les roues qu'on vous met. Donc, clairement, la gauche, mais c'est aussi à l'honneur de ces gens-là que de savoir investir des métiers qui, certes, sont des métiers reconnus socialement, etc., mais qui, globalement, sont mal payés. Donc, malheureusement, chez les gens qui ne sont pas de gauche, on ne vise pas forcément ces métiers, voilà, et c'est dommage. Alors pour y répondre, je pense, et c'est ce que dit d'ailleurs Mathieu Bock-Côté dans la préface qu'il m'a donnée, il faut réussir à désinstitutionnaliser la gauche, c'est-à-dire favoriser un système d'enseignement qui soit en dehors du système public, une presse qui soit en dehors de la presse mainstream. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je pense qu'il faut supprimer les subventions. Il n'y a pas de raison que mes impôts servent à payer des journaux, tous de la même tendance, qui diffusent toujours le même type d'idées sur un certain nombre de sujets. Je pense également, pour la magistrature, je pense, parce qu'évidemment, je ne dis pas que tous les juges sont de gauche, mais enfin quand même, sur un certain nombre de sujets sensible, et notamment d'opinion, je pense quand même qu'il y a véritablement une sensibilité qui est plutôt de ce côté-là. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir arriver, alors soit à élire les juges, comme ça a été proposé, soit à mettre en place des systèmes comme il existe pour les prud'hommes, pour les tribunaux de commerce ou pour les cours d'assises, c'est-à-dire des jurés citoyens, des juges citoyens. Donc je pense qu'une piste intéressante serait de valoriser, de favoriser des tribunaux composés de citoyens, comme les prud'hommes ou les tribunaux de commerce, ou même les cours d'assises, plutôt que de laisser un certain nombre d'affaires entre les mains de juges politisés, comme ceux du syndicat de la magistrature et du mur des cons. Voilà, donc c'est véritablement en s'attaquant à cette superstructure cléricale que j'appelle la cléricature, et qui est l'instrument qui est entre les mains de la gauche, qu'on arrivera à instaurer plus de liberté, plus de pluralisme dans la pensée de ce pays, et une plus grande proximité avec le peuple, parce que cette cléricature n'a absolument rien à faire de ce que pense le peuple sur un certain nombre de sujets. Encore une fois, son but n'est pas d'écouter le peuple, il est de l'éduquer, le rééduquer, le punir, ou l'éliminer, ou même, pourquoi pas, le remplacer. Bah écoutez, en tout cas, ce changement, il se fera sans doute progressivement dans les années à venir, voilà. Espérons-le. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-François Chemin. Donc, je rappelle le livre Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature. C'est en vente sur le site de TV Liberté. Et c'est un livre qui aborde toutes ces questions de façon pédagogique, de façon assez simple. Vous avez rendu toutes ces choses compliquées assez simples. Eh bien, chers téléspectateurs, à bientôt pour un autre Zoom.